Bienvenue sous la tente des débats sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour cette journée de l'Europe que nous célébrons en public. Et d'ailleurs, nos téléspectateurs, nos spectateurs seront amenés aussi à poser leurs questions. Nous sommes aussi en direct sur France 24. Nous sommes un peu en retard, évidemment, sur la vraie journée de l'Europe. C'est le 9 mai, vous vous souvenez bien, déclaration Schuman de 1950 qui symbolise le début de la construction européenne. Et elle affirmait: la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Ce texte, évidemment, n'a pas pris une ride. Nous nous retrouvons ici tous les ans pour célébrer cette journée, mais cette année 2023 offre l'occasion de réfléchir aux prochaines mues de l'Union européenne en matière de défense, d'énergie, de politique de voisinage, de citoyenneté européenne. Le conflit en Ukraine oblige bien entendu le vieux continent à se repenser, voire à se ressouder. Cette guerre à nos portes a des répercussions très concrètes sur la vie des citoyens européens. Comment affirmer une Union européenne géopolitique, une Union européenne et un club des 27 qui se diviseraient moins sur le projet européen, des citoyens qui se sentiraient plus impliqués? C'est le sens de ce débat ouvert d'ailleurs à vos questions aussi. Nous avions convié tous les acteurs politiques européens à haut niveau de décision importants, locaux, nationaux, communautaires, côté exécutif, législatif. Alors, honneur aux femmes pour notre panel. D'abord, Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Paris, bien sûr, depuis 2014. Au niveau local, la mairie, elle intervient aussi dans des problématiques ukrainiennes et européenne, n'est-ce pas? Absolument. Nous avons un accord avec Kiev. Je me suis rendue 3 fois à Kiev depuis le début de la guerre en Ukraine et au pire moment d'ailleurs, dès le début de la guerre, et puis à 2 reprises. Un accord qui est un accord d'aide humanitaire, bien sûr, de soutien absolu à ce que font les Ukrainiens pour défendre leur territoire. Nous en reparlerons plus longuement, bien sûr. Et nous allons aussi, au niveau national, avoir en notre compagnie Laurence Boone, secrétaire d'État française chargée de l'Europe depuis presque 1 an, avec un portefeuille qui n'est pas de tout repos, on va dire. Laurence Boone. Non, bonjour et merci de l'invitation. C'est un portefeuille tout nouveau presque, puisque ça fait plus d'1 an maintenant que l'Europe monte les crocs. Et ça change. Anciennement économiste. Alors si on continue ce niveau exécutif européen, pour bien vous expliquer les différents échelons, nous sommes aussi avec Nicolas Schmit. Vous venez de Luxembourg du coup, ou vous venez de votre pays d'origine, ou vous venez de Bruxelles, votre pays de rattachement à la Commission européenne? Les commissaires n'ont pas de pays de rattachement, mais je suis luxembourgeois de nationalité. Voilà. Et commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, effectivement. Présent également à nos côtés, alors 2 députés européens. Bernard Guetta, eurodéputé français pour le groupe Renew, ancien journaliste. Vous venez d'ailleurs de sortir chez Flammarion La Nation européenne. Vous aviez besoin de ce livre. J'avais besoin d'affirmer la réalité de cela. La réalité de la nation que constituent aujourd'hui nos 450 millions de, chère Caroline, concitoyens européens. Alors, et puis, plus proche de l'Ukraine, en fait, c'est vous qui êtes le plus proche de l'Ukraine, venu spécialement de Roumanie, Victor Negrescu, député européen roumain des socialistes et démocrates, ancien ministre des Affaires, justement, européennes dans votre pays, un pays qui se sent très, très concerné par cette guerre en Ukraine. Tout d'abord, bonjour, je suis vraiment content d'être ici. Effectivement, la Roumanie a la plus grande frontière avec l'Ukraine. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir une réponse commune européenne aux questions liées à l'Ukraine. Et non seulement, effectivement, on est très concerné par ce qui se passe en ce moment en Ukraine, et également on est concerné par l'action européenne dans la matière. Alors précisément, on va commencer par le début, à savoir une succession de crises quasi refondatrices de l'Union européenne, crise financière, puis 2 ans de pandémie, et puis le 24 février 2022, les Russes envahissent l'Ukraine. L'Union européenne s'est bâtie sur un projet de paix, j'ai envie de dire, si on revient à ses origines, Laurence Boone, et elle est rattrapée par la guerre. Oui, c'est un vrai bouleversement. Ça veut dire quoi? En fait, c'est la première fois depuis
la naissance de l'Union européenne, que l'Union européenne délivre des armes à un pays tiers, que l'Union européenne s'engage avec des missiles, avec des chars, avec des ammunitions pour aider un pays qui défend l'intégrité de son territoire et puis ses valeurs démocratiques, que l'Union européenne accueille autant de réfugiés à qui elle donne immédiatement le droit et la capacité de travailler pour qu'ils puissent vivre en temps de guerre, et que l'Union européenne fournit autant de financement pour des choses aussi simples qu'aider les Ukrainiens à passer l'hiver, à payer les fonctionnaires, à faire fonctionner les écoles, à maintenir la lumière, le chauffage pendant l'hiver. C'est une énorme première. 50 milliards d'euros, en fait, monsieur le commissaire, entre l'Union européenne et les États membres de soutien à l'Ukraine. La Commission européenne qui a réagi par une salve de sanctions contre les Russes. Les États membres qui ont envoyé des armes aussi aux Ukrainiens pour se défendre. Vous diriez d'ailleurs vite et bien? Oui, je pense que tout cet argent, c'est effectivement pour que les Ukrainiens et les Ukrainiennes puissent se défendre, puissent défendre leur pays, mais en même temps puissent nous défendre, puisque c'est une guerre qui est menée a priori contre les Ukrainiens en premier, mais c'est une guerre qui est menée contre l'Europe, mais aussi et surtout contre nos valeurs. Et donc, c'est de l'argent qu'il faut investir pour aider les Ukrainiens à défendre aussi nos valeurs. Alors, Bernard Guetta, vous avez été journaliste au Monde, à France Inter, bien sûr, mais avant cela, correspondant à Moscou, en plein dégel. Est-ce que nous avons été, nous, les Européens de l'Ouest, un peu aveuglés de nous croire en paix perpétuelle désormais sur le sol européen, dans le club des 27? Est-ce que nous saurons arrêter la guerre? Écoutez, ce ne sont pas les Européens qui ont été aveuglés par cette illusion, c'est tout le monde. Les Russes, les Américains, les Européens, les Russes en premier n'ont absolument pas cru, même pensé à la nécessité, par exemple, d'organiser la stabilité du nouveau continent européen, celui qui était sorti de l'écroulement de l'Union soviétique et de la chute du mur de Berlin. Donc, il y a là une responsabilité collective, mais il ne faut jamais oublier que les Russes ont été coupables, que les Américains l'ont été, et que nous l'avons été, tous ensemble. Alors, Victor Negrescu, je le disais, la Roumanie, 19 millions d'habitants, pays frontalier depuis le début de la guerre en Ukraine. Plus de 700 000 réfugiés ont transité par la Roumanie, qui a fait d'ailleurs ce qu'elle pouvait pour les accueillir. Il y a aussi un centre de maintien des blindés, côté défense, là, très concrètement. Comment vous voyez l'action de l'Europe dans ce conflit? On dit qu'il y a deux Europes maintenant, l'Europe de l'Est qui pense qu'on a été très naïf à l'Ouest. Je pense que beaucoup de dirigeants de l'Ouest de l'Europe ont été naïfs. Parce que nous, on parlait des problèmes que la Russie peut représenter depuis longtemps déjà. En Roumanie, il y a 3 millions de réfugiés d'Ukraine qui ont passé à travers nos pays et on a 200 000 qui ont décidé de rester. On est le premier pays à offrir l'accès à l'éducation et à la santé aux réfugiés ukrainiens. À ce titre, il faut également se préparer pour l'avenir. D'une part, il faut aider l'Ukraine, on le fait déjà de façon concrète sur les questions qui sont liées à l'armée, à la défense, à l'action qui se prépare maintenant en Ukraine pour regagner du terrain. Mais il faut également donner des réponses claires sur les questions liées à la reconstruction. Il faut également parler, par exemple, du transit des graines qui viennent d'Ukraine vers les pays d'Afrique. Il y a beaucoup de questions très concrètes. Du blé, en fait, la transition du blé qui se passe mal, en fait, et pour les pays limitrophes, parce qu'il est stocké sur place. Et 60% des graines qui viennent d'Ukraine passent à travers la Roumanie. Et il faut également penser à tous ces détails-là. Donc l'Europe a bien agi. On est fort unis, on est unis, et ça c'est très bien. Mais il faut également réfléchir au pas qu'on a préparé pour les années à venir. À ce titre, j'invite également tous les dirigeants européens à vraiment parler de ça et également de détailler les plans pour l'avenir. Alors justement, parlons aussi du niveau plus local qui, lui, agit, est très sensible à cette problématique des Ukrainiens et des réfugiés, en particulier à la mairie de Paris, à Anne Hidalgo. Vous avez mis à disposition un centre d'accueil dans le 19e des réfugiés ukrainiens, des aides financières aussi ciblées.
Oui, mais au-delà de ça, bien sûr, accueillir tous les déplacés, réfugiés, surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées dans un premier temps, même si la France n'a pas été le pays dans lequel il y a le plus de réfugiés ou de déplacés ukrainiens. Et puis, apporter le soutien. D'abord, nommer les choses. Nommer les choses. Oui, c'est une guerre de la Russie contre l'Ukraine. Oui, c'est une défense absolument courageuse des Ukrainiens pour défendre un territoire et des valeurs. C'est une guerre pour les valeurs de l'Europe. J'ai eu l'occasion, je l'ai dit, d'aller 3 fois en Ukraine, les soutenir, y compris par des actes et des gestes symboliques. Paris œuvre à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale, puisque j'ai pris la décision de porter la candidature de Kiev au sein de l'Association internationale des maires francophones, qui a été acceptée, ce qui n'a pas été très simple, parce que le rapport, par exemple, d'un certain nombre de pays africains ou de villes africaines à l'égard de l'Ukraine n'était pas simple. Accueillir les réfugiés ukrainiens comme nous l'avons fait, c'était parfait, mais ça montrait qu'on ne l'avait pas fait pour les autres. Et ça nous a été beaucoup reproché. Donc, insister pour que l'Ukraine et Kiev fassent partie des villes francophones, même si ça n'est pas une ville francophone, c'est aussi une façon, dans la diplomatie des villes, de faire comprendre à nos amis des autres continents, et notamment du continent africain, que puisque cette guerre nous concerne ici en Europe, en fait, elle les concerne aussi, parce qu'elle concerne tous les pays démocratiques. Donc ça a été, je dirais, aussi la contribution de Paris, ville de Paris, à une audience plus grande de ce que portent aujourd'hui les combattants ukrainiens à l'échelle locale et à l'échelle du pays. Et y compris, et j'insiste là-dessus aussi parce que ça a été un élément très important, dans la perspective de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr que la décision d'accueillir ou pas les délégations russes n'incombe pas à la maire de Paris. Ça ne m'a pas échappé. Mais ça ne m'a pas échappé que quand on est un responsable politique, on essaye aussi de porter une parole pour avoir de l'influence. Alors, et ce que j'ai fait, je finis là-dessus parce que l'apport de Paris, c'est bien sûr des centres pour les réfugiés, des aides directes, des générateurs et toute l'aide de coopération décentralisée qu'on a pu organiser avec d'autres villes. Mais c'est aussi parce que Paris est une ville symbolique sur la question des droits humains et sur la question internationale. Ça a été aussi d'apporter des sujets dans des enceintes internationales francophones pour toucher notamment l'Afrique, mais aussi la question des Jeux Olympiques et Paralympiques pour porter le message il s'agit bien d'une agression de la Russie contre l'Ukraine et on ne pourra pas regarder ailleurs en 2024 lorsque les Jeux se dérouleront à Paris. Alors vous disiez d'ailleurs que vous étiez allé à Kiev, c'est aussi votre cas, Nicolas Schmit. On était ensemble d'ailleurs la dernière fois, effectivement. La présidente Ursula von der Leyen a choisi de passer le 9 mai, journée de l'Europe, très symboliquement à Kiev, aux côtés de Volodymyr Zelensky, parce que la question qui se pose maintenant pour l'Europe, c'est véritablement celle de l'adhésion de l'Ukraine au club européen. Il faut lui donner ses perspectives. Bon, d'abord, la crise ou la guerre contre l'Ukraine menée par Poutine a une histoire. Et il faut remonter aussi aux manifestations de la fameuse place du Maïdan, où les Ukrainiens ont exprimé fortement leur volonté de faire partie de l'Europe démocratique. Ils l'ont fait avec des drapeaux européens. Et c'était finalement, ça donnait chaud au cœur, puisque c'était les Ukrainiens, à un moment où parfois en Europe on discutait beaucoup sur l'utilité de l'Europe, que les Ukrainiens ont exprimé cette volonté d'appartenir à cette Europe, de la soutenir et de voir en l'Europe une chance inouïe. Et donc la présence de la présidente, c'est à la fois rendre hommage à ce combat des Ukrainiens, mais c'est aussi souligner... Il y a une guerre maintenant en plus. Oui, que cette Ukraine appartient à l'Europe. Et donc la Commission d'ailleurs, la Commission von der Leyen, n'a pas hésité un instant. Nous avons mis en œuvre tout de suite des mesures. On a fait référence aux déplacés, puisque les Ukrainiens n'aiment pas le mot réfugiés, aux déplacés,
avec la mise en œuvre d'une directive de protection temporaire que les États membres, et j'ai pu constater ce qui est Alors, fait la directive de protection temporaire, pour nos spectateurs, en fait, c'est vrai que les Ukrainiens se sont vus attribuer un droit d'entrée dans l'Union européenne, de pouvoir travailler dans l'Union européenne. C'est une directive de protection temporaire d'1 an qui a été effectivement renouvelée, Oui. et c'est quelque chose de très précis et qui a été utilisé pour la première fois véritablement. Oui, et qui montre d'ailleurs que c'est plutôt une bonne approche quand il y a un problème de réfugiés. Je rejoins tout à fait ce que Madame la maire a dit sur le problème des réfugiés en général. Mais en fait, l'Ukraine a maintenant un statut de candidat à l'Union européenne, ce qui correspond à la fois aux souhaits des Ukrainiens, à la volonté des Ukrainiens, mais c'est, je crois aussi, une perspective forte pour nous, pour l'Union européenne, d'accueillir ce pays qui, comme cela a été dit, combat pour nos propres valeurs et pour cette Europe démocratique, ouverte et respectueuse des valeurs humanistes. Rappelons d'ailleurs, Laurence Boone, au passage, que le pays s'est vu accorder le statut de candidat, une candidature véritablement express à l'Union européenne en juin 2022, mais pour une majorité d'États membres, peut-être même la France, il est un peu tôt pour envisager une adhésion très rapide quand même. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce qu'en fait, le pays sous la présidence duquel le statut de candidat à l'adhésion a été donné à l'Ukraine, c'est sous la présidence française de l'Union européenne, qui a œuvré énormément pour l'Ukraine, pour la Moldavie, pour donner une perspective européenne à la Géorgie et pour rappeler l'importance de tous les Balkans. Je suis probablement la première secrétaire d'État chargée de l'Europe qui commence sa tournée européenne par les Balkans, par la Moldavie, par tous les pays. Vous savez qu'il y en a 10 qui sont candidats à l'adhésion. Donc je crois, et c'est une des constantes du président de la République, que l'Europe, l'Union européenne, et maintenant avec la guerre, la sécurité du continent, passe par l'élargissement. Et on est absolument très clair là-dessus. C'est une nouveauté quand même, de dire que finalement l'élargissement sert à ça, à sécuriser le continent. Mais en fait, on est dans une situation qui est quand même... Ça fait 70 ans qu'on construit l'Europe en disant qu'on construit la paix, et là, on se prend la guerre à nos frontières, parce que monsieur le député parlait des frontières de la Roumanie avec l'Ukraine. La Finlande, c'est 1300 kilomètres de frontières avec la Russie. Il faut se dire, pour que ce soit très concret, parce que vous avez raison, parfois, ça n'est pas assez concret pour l'Europe de l'Ouest. Mais il faut se dire, pour que ça soit très concret, que si l'Ukraine ne gagnait pas, nos frontières seraient avec la Russie, nos frontières de l'Union européenne. Donc ça remet les choses en perspective. Les tensions sino-américaines aussi. Donc la question qu'il faut se poser, c'est sur ce continent, pour continuer d'assurer la paix qui est la base de l'Union européenne, que faut-il faire ? Et que faut-il faire? C'est ancrer les pays du continent européen de notre côté, du côté de la démocratie, du côté de la liberté, du côté des valeurs de solidarité. Vous en avez beaucoup entendu parler ici. Et ces valeurs-là, et c'est le symbole du drapeau dont parlait Nicolas Schmitt, elles sont dans l'Union européenne, soyons très clairs, elles ne sont pas en Russie. Elles ne sont pas, pour l'instant, en Chine. Ce n'est pas une démocratie. Donc, nous devons les ancrer et pour cela, nous devons travailler sur l'élargissement. Et j'ai bien entendu l'appel de monsieur le député. Les pays sont au travail depuis le début de l'année. J'ai moi-même lancé une réflexion avec ma collègue allemande et je peux vous assurer que l'ensemble des États membres, on en a parlé avec tous mes homologues lors du dernier Conseil européen, travaillent à quel est le meilleur moyen de sécuriser notre continent et de procéder à l'élargissement. Alors dans votre livre d'ailleurs, Bernard Guetta, vous dites un peu que à la fois Donald Trump, avec son arrivée fracassante à la Maison Blanche, et puis après Vladimir Poutine avec la guerre en Ukraine, nous ont redonné un sens de la cohésion à 27, de l'unité, une unité de façade d'ailleurs, vous trouvez sur le sujet des sanctions, de la solidarité, ou une unité bien réelle des Européens? Ah, écoutez, une unité est formidablement réelle. Faisons une comparaison. Au moment où les États-Unis décident d'entrer en guerre en Irak,
L'Union européenne, pour le coup, est divisée, mais très profondément, entre deux blocs totalement antagonistes et, disons-le, qui s'insultent réellement. Là où est-ce qu'il y aurait la moindre feuille de papier à cigarette contre l'agression de M. Poutine en Ukraine? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors vous allez me dire peut-être, sans doute, certainement, si M. Orban, je vous répondrai un quart de M. Orban. Parce que quand M. Orban est le Premier ministre hongrois, quand il est à Budapest, oui, il maugrait, il proteste, etc., contre les sanctions. En vérité, il défend M. Poutine. Mais quand il arrive à Bruxelles et qu'il faut voter sur les sanctions contre la Russie, il les vote. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a une unanimité complète de l'Union européenne sur cette question-là, et c'est le début, à mes yeux, ce sont les premiers pas d'une politique étrangère commune et certainement d'une politique de défense commune. Parce que, rappelons-le, nous en sommes les 27 Européens à acheter des munitions en commun, non seulement pour regarnir nos stocks, mais surtout pour livrer des armes à l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse se défendre. Mais avec, effectivement, on le disait, une guerre, Victor Negrescu, qui a des conséquences assez dures aussi pour les Européens, en premier chef, évidemment, les pays frontaliers. Beaucoup d'inquiétudes aussi en Roumanie, il faut le dire. Vous pouvez dire que cette pression de la Russie sur un pays voisin vous inquiète. Et puis aussi une crise énergétique, un niveau de vie qui était très bas en Roumanie. C'est un des pays les plus pauvres de l'Union européenne qui est véritablement encore endommagé. Et ce n'est pas une situation facile. Il faut garder le soutien des citoyens pour notre action commune en ce qui concerne les actions qu'on fait pour l'Ukraine. Mais pour les Ukrainiens, ou pour les gens de la République de Moldavie, c'est encore plus difficile. Et il ne faut pas ignorer ça. C'est pour ça qu'on doit faire tous ces efforts-là pour les aider. De la même manière, il faut communiquer avec les citoyens, être très transparent sur tout ce qu'on fait. Et à mon avis, là, il y a des choses à améliorer pour expliquer vraiment pourquoi on investit 50 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds? Dans quelle mesure ces fonds sont utiles et pourquoi il faut plus de fonds, en fait. Également, vous parliez de l'adhésion de l'Ukraine, de la République de Moldavie à l'Union européenne. On a donné le statut de candidat, mais on n'a pas commencé les négociations. Ils auraient dû également avoir accès aux fonds de préaccession à l'Union européenne et ils n'ont pas encore accès à ces fonds-là parce qu'on doit modifier le budget européen. Également, lorsqu'on parle des questions liées à la défense, à l'unité, on a une unité exceptionnelle qu'on n'espérait pas, mais elle n'est pas complète. Il y a encore des détails qui nous empêchent d'avoir vraiment une action plus forte en ce qui concerne le soutien pour l'Ukraine, mais également la réponse donnée au régime de Poutine. Parce que le combat est contre ce régime de Poutine et ce que Poutine représente. Il faut être très clair sur ce point-là. Donc, à ce titre, il faut un plan. Et à mon avis, on n'a pas ce plan. C'est un combat de récit aussi. Il faut imposer notre récit par rapport à un récit du Kremlin qui est évidemment très prégnant dans toute la Russie et même aux abords. Effectivement, il faut donner une perspective pour l'Europe, une perspective pour cette action vers l'Ukraine et la République de Moldavie. Il faut montrer, et je reviens à cette idée-là, d'un plan pour l'Europe qu'on veut construire dans les années à venir, avec ces deux pays-là, dans l'Union européenne, avec les pays des Balkans de l'Est également. Il faut donner une perspective pour l'avenir de l'Europe, et pour l'instant, on ne l'a pas. Et on attend, pour vous dire, dans le Parlement européen, on attend que les grands pays de l'Union européenne, dont notamment la France, viennent avec des idées pour reconstruire le projet européen, lui donner plus de moyens afin d'agir dans les années à venir. Monsieur le député, si vous me permettez, parce que je ne peux pas vous laisser dire cela, nous avons un plan, il est en œuvre. Comme vous le savez, le commissaire collègue de monsieur Nicolas Schmidt-Varhelyi, le commissaire hongrois qui est en charge de l'élargissement et du voisinage, va remettre dans le mois qui vient une évaluation sur toutes les mesures, parce que les Ukrainiens, il faut le dire, sont absolument extraordinaires, non seulement dans leur combat contre la Russie, mais dans leur combat pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Parce que pour rentrer dans l'Union européenne, il faut réformer un peu ces institutions, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de corruption, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'oligarques, parce que c'est votre argent qui va aller financer tout ça.
Et donc là, on les aide, bien sûr, mais dans un mois, on va savoir tous les progrès qu'ils ont faits. J'étais moi-même hier en Pologne avec la vice-première ministre ukrainienne en charge de l'intégration dans l'Union européenne. Elle nous a expliqué où ils en étaient. Ils ont fait des progrès, mais spectaculaires. Nous allons avoir une discussion à la fin du mois avec l'Ukraine à nouveau pour savoir comment on porte ça au Conseil, ce qui va permettre aux leaders dès le mois de juin de former des recommandations et de préparer les travaux pour que à l'automne, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, on présente effectivement un plan pour les différents pays. Et puis attention, on est en train de parler de pays qui ont des situations très différentes parce qu'il y a la Moldavie, qui d'ailleurs va accueillir le sommet de tous les pays européens le 1er juin, mais il y a aussi les Balkans qui sont dans une situation très différente, qui attendent depuis longtemps, qu'il ne faut pas décourager, qu'il faut que nous emportions avec nous. Et pour ça, nous avons une nouvelle méthodologie pour effectivement qu'ils puissent avoir accès à des fonds, à des aides, mais surtout à des aides administratives pour gérer les fonds, pour à nouveau éviter la corruption et que l'on doit emporter avec nous. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Nous y travaillons et d'ailleurs nous attendons du Parlement européen un regard et des propositions sur tous ces sujets. Mais alors, je dois réagir parce que il y a une réaction à ce que j'avais dit et je vous donne un exemple. La munition dont on a besoin en Ukraine. Les munitions. Les munitions. On n'en a plus. Pour l'instant, c'est aujourd'hui, 1 an après le début de la guerre, qu'on réfléchit à une manière d'aider les pays membres à produire les munitions. Avec le commissaire d'ailleurs breton. Avec les pays membres. Maintenant, la Commission européenne, la Commission est venue avec un plan, dans le plan de renouvellement de l'Union européenne, d'allouer des fonds pour ce genre de production d'armement et de munitions. Mais il faut agir plus rapidement. Il y a beaucoup de choses à faire. Je suis quand même sûr qu'on a les moyens de faire tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Il ne faut pas cacher ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'on croit tous dans l'Europe. Mais il faut toujours demander plus et essayer de faire plus de choses. Il ne faut pas cacher ce qui fonctionne, chers collègues. Il ne faut pas cacher ce qui ne fonctionne. Mais je n'ai pas caché, j'ai mentionné le projet qui fonctionne, l'allocation des fonds du plan de renouvellement. On n'entendait que des critiques. Et moi, par exemple, quand vous avez dit tout à l'heure déplorer fortement que l'Union européenne ne verse pas à l'Ukraine, éventuellement peut-être aussi à la Moldavie, les fonds de préadhésion. Ben oui, c'est un fait. On ne verse pas les fonds de préadhésion. Mais vous oubliez les dizaines de milliards que nous versons. Enfin, dont beaucoup d'emprunts. En permanence. Beaucoup d'emprunts. Combien d'emprunts dans les 50 milliards? Mais quel est le problème? Alors, Anne Hidalgo, je vais corriger sur les munitions. Vous voudriez qu'on n'emprunte pas? Vous savez, attendez, juste un instant, parce que je me mets à la place des téléspectateurs. On n'est pas vraiment en train de donner un spectacle extraordinaire de ce qui peut se passer au niveau européen, dans le dialogue, la construction. Parce que, bien sûr qu'il y a eu des choses extraordinaires et je suis profondément européenne et ce qui a été fait au moment du Covid, sur la guerre en Ukraine, les réactions rapides, tout ça est extraordinaire. Il faut le saluer et on l'a salué. Mais en même temps, on ne peut pas se dire qu'en Europe, on aurait tout fait ce qu'il faut bien pour que tout le monde comprenne que les peuples adhèrent à ce que nous sommes en train de faire. Et donc, je rejoins ce que dit mon collègue lorsqu'il dit il ne faut pas qu'on perde les gens en route. Voilà. Le problème de communication de l'Europe. Il faut que l'on puisse embarquer avec nous, non pas par des explications techniques, elles ont leur place, elles sont importantes, non pas dans des je peux pas vous laisser dire ça et vous avez dit ça et moi je peux pas vous laisser dire ça. Il y a des choses à améliorer. Je veux juste sur ce point, parce que je veux pas rentrer plus dans cette discussion, mais pour moi ce que l'Ukraine nous apprend, c'est que l'Ukraine est une chance pour l'Europe, parce que en fait l'Ukraine est confrontée à l'essentiel. Pourquoi les Ukrainiens se battent à ce point? Parce qu'ils ont pris le goût de la liberté et qu'ils ne veulent pas retomber. Quand je discute avec mon ami Vitaly Klitschko, le maire de Kiev, il me dit, on nous dit qu'on n'aime pas les Russes, mais sa mère est russe. Son père était un officier russe qui a été dans les nettoyeurs de Tchernobyl et qui est mort de cette façon-là. Mais en revanche, avoir pris le goût de la liberté, ça veut dire qu'on ne veut pas revenir en arrière. Et ça, pour nous autres, y compris à l'Ouest, c'est revenir à l'essentiel.
Alors je vais abonder dans votre sens. Non mais j'imagine, on est d'accord là-dessus. Non mais je vais abonder dans votre sens. Simplement, en vous disant ça une nous chose. aide. Attendez, je finis juste ma phrase, si vous permettez. Ça nous aide à comprendre l'essentiel de l'engagement européen. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut revenir. C'est prendre, non pas une guerre, c'est pas une chance, c'est un drame absolu. Mais prendre cette crise qui est posée aussi de façon existentielle à l'Europe, comme une chance pour ne plus être dans une Europe qui serait quand même tellement loin des préoccupations essentielles qu'on la reperdrait à nouveau. C'est un moment pour gagner l'Europe et gagner le cœur de nos concitoyens européens avec les valeurs de l'Europe et ce message européen dans lequel, j'imagine, on se reconnaît tous. Donc je vais abonder dans votre sens en vous disant une chose très simple. Pourquoi est-ce qu'il était absolument indispensable d'accorder à l'Ukraine ce statut de pays candidat? Parce que dès lors que l'Ukraine était attaquée par M. Poutine, si nous avions refusé ou même retardé l'octroi de ce statut de pays candidat, c'eût été dire à M. Poutine, eh ben finalement, vous avez raison, entre les lignes, l'Ukraine vous appartient et on n'a pas à s'en mêler. Donc il ne fallait surtout pas dire cela. Mais Madame le maire, je vous en supplie, mon cher collègue, je vous en supplie, ne cachons pas, précisément, ne cachons pas l'immense transformation en cours dans l'Union européenne face à la pandémie, face à l'agression contre l'Ukraine. L'Union européenne a réagi, mais en quelques jours. Il n'a pas fallu 3 jours à l'Union européenne pour décider de livrer des armes à l'Ukraine. Enfin, soyons-en conscient. On en est conscient. Vous avez bien défendu ce point de vue. On va quand même commencer à prendre des questions du public qui s'impatiente aussi et qui a peut-être d'autres choses à vous demander. Et on reviendra en conclusion sur ce débat qui a commencé fort bien. Et vous voyez qu'on est vraiment dans du débat. Alors je vois une première question d'un jeune homme à l'avant, et puis une deuxième question ou une question là ici de la jeune fille aussi ou du jeune homme là-bas. Jeune homme là-bas d'abord, et puis jeune fille. Allons-y. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tous. Présentez-vous peut-être juste. Donc je suis comme l'horizon, j'ai 17 ans et je suis en terminale. Et j'avais une question pour vous tous. Alors pas forcément qu'il y ait un lien avec la guerre en Ukraine, mais sur des sujets plus économiques et peut-être sur du plus long terme. La construction européenne, c'est sur du long terme. Et qu'est-ce que vous penseriez tous de construire une union fiscale et de mettre les mêmes niveaux d'impôts et de prélèvements obligatoires sur la quasi-totalité de ce qui existe, ou la totalité en fonction de ce qui est possible, dans tous les pays de l'Union européenne, et donc de créer une harmonie fiscale européenne. Alors ça, c'est pour le commissaire très rapidement aux droits sociaux, et on prendra la question de monsieur. Je pense que ce que vous abordez est une question essentielle. Donc, on a essayé jusqu'à présent d'harmoniser un certain nombre d'impôts, de taxes, de TVA, etc. Certes, il reste à construire une Europe fiscale. Je ne dirais pas automatiquement qu'il faut les mêmes taux partout, mais en tout cas, il faut éviter le dumping fiscal. Et c'est un luxembourgeois qui vous parle. Hein. Ça a d'autant plus de poids. Il faut éviter à tout prix le dumping fiscal. Donc nous avons besoin d'harmonisation supplémentaire. Malheureusement, je dois le dire aussi, nous avons une situation très particulière parce que tout ce qui tombe sous la fiscalité doit être décidé à l'unanimité. Et donc, pour avancer sur ce dossier, il faut lever absolument la règle de l'unanimité. Donc, il est absolument nécessaire de changer les traités sur ce volet pour que, effectivement, on harmonise mieux et davantage les différentes fiscalités dans l'Union européenne. Et c'est pas facile de changer la règle de l'unanimité, mais sur certains points, on a réussi sur certains points, notamment la conditionnalité des aides, etc. Donc maintenant, on fait bien attention à ce que les aides européennes sont conditionnées, par exemple, à l'état de droit, etc. Donc sur certaines choses, on avance sur cette règle de l'unanimité. Peut-être monsieur là, et un ici, et une demoiselle là. Un monsieur là.
Et une demoiselle là après. Alors, allez-y. Alors oui, bonjour. Rui Rodriguez, le New York des jeunes souverainistes. Donc j'en profite pour rebondir sur les enjeux sociétaux dans le contexte de la guerre. Et j'en profite pour poser une question à Madame Hidalgo et au Monsieur le Commissaire. Donc ma question est plutôt courte et directe. Vous avez soutenu, et vous soutenez toujours, j'imagine, la contestation pendant la réforme des retraites et les grévistes. Et on aimerait savoir qu'est-ce que ça vous fait, personnellement, de partager un plateau avec les gens qui nous imposent cette réforme depuis Bruxelles, notamment Monsieur le Commissaire à l'emploi et aux affaires sociales, Madame Laurence Cohen également. Et qu'avez-vous maintenant à leur dire en défense de notre modèle social et de notre souveraineté nationale et populaire? Merci. Le dialogue est toujours préférable au sectarisme. C'est la seule chose que j'ai à dire. Allez. Alors, je dois un peu là aussi corriger. Parce que la Commission n'a jamais imposé une réforme des retraites. Le Conseil, pardon, avec les recommandations de l'Union européenne. Non plus le Conseil. C'est écrit. Non, c'est un engagement de la France qui a été pris et personne n'a jamais dit comment cette réforme devait être organisée. La Commission n'a jamais dit qu'il fallait remonter l'âge de la retraite, augmenter les contributions. La chose que la Commission dit, il faut que nos systèmes de retraite, et ça je crois que c'est dans l'intérêt de tous les citoyens, que nos systèmes de retraite soient soutenables. Et quand je dis soutenables, ça veut dire d'abord financièrement à long terme soutenables. C'est clair, parce que si les systèmes de retraite ne sont pas soutenables, c'est vous, les générations futures, qui vont en souffrir. Deuxièmement, il faut que les retraites soient adéquates, c'est-à-dire que les retraites permettent une vie décente. Ça, c'est la position de la Commission, ce sont les recommandations que donne la Commission. Donc il n'y a jamais eu de demande augmenter l'âge de la retraite ou changer le système, etc. Ce que la Commission dit à tous les États d'ailleurs, à tous les États, y compris celui dont je proviens, c'est veiller à ce que vos systèmes de retraite soient soutenables. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans l'avenir. Voilà. Peut-être ajouter quelque chose. Ce n'est pas une demande de la Commission. D'accord ? Ce n'est pas une demande du Conseil. C'est un engagement du président de la République. Quand il est arrivé en 2017, il y avait 10 millions de retraités. En 2030, il y en aura 20 millions. Alors il y a 3 variables pour que ça tienne. Soit on augmente les cotisations. Je propose qu'on fasse pas le débat sur les retraites ici parce que j'aurais Madame, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. J'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais Madame, je pense que je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Je vous serais reconnaissante de me laisser finir ma phrase. Vous allez la terminer, mais c'est pas le sujet. Je vais juste faire 2 points. Donc je disais, soit on augmente les cotisations, soit on augmente la durée, soit on baisse les pensions. On a choisi d'augmenter la durée du travail et de la mettre dans la moyenne européenne. C'est tout. Vous avez fait le mauvais choix. Bon, alors... La démagogie, c'est tellement facile. La démagogie, Madame Hidalgo, c'est pas digne de vous. Mais... En tout cas, vous voyez que l'Europe, c'est le lieu du débat aussi. Il y avait une question ici, de monsieur d'abord, de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez passer les micros, s'il vous plaît? Et une jeune fille ici, s'il vous plaît. Ah oui, monsieur d'abord, oui, c'est vrai. Et la jeune fille ici après. Allons-y. Bonjour, Christophe Philibert, je m'occupe d'affaires publiques pour une entreprise familiale européenne de technologie médicale. Mais ma question ne portait pas sur l'Europe de la santé. Elle porte sur à quoi ressemblerait une Europe à 35. Parce que je comprends une certaine unanimité vers un élargissement, non seulement l'Ukraine, mais les autres pays en attente. Et on entend déjà que l'Europe à 27 est difficile à gouverner, avec des groupes aux intérêts, aux approches parfois différentes, les pays frugaux, d'autres, etc. Est-ce que vous commencez à réfléchir et à travailler sur à quoi elle ressemblerait? Est-ce qu'elle aurait le même mode de fonctionnement, les mêmes institutions que l'Europe d'aujourd'hui, ou elle serait différente, cette Europe à 35? Alors, nos 2 députés européens, peut-être là-dessus, Bernard Guetta et Monsieur Negrescu. Allez-y, je vous en prie. Ouais. Mais il faut effectivement reformer l'Europe. Et il y a beaucoup de propositions qui sont venues des citoyens dans le débat sur la conférence de l'avenir de l'Europe. Il faut les mettre en place. Ça fait déjà 1 an qu'on a promis de déjà venir avec des propositions qui vont répondre à ces demandes, notamment sur le processus décisionnel. Et c'est clair, l'unanimité ne peut plus fonctionner dans une Union européenne avec beaucoup plus de membres. Donc il faut être très clair sur le système majoritaire qu'on va mettre en place. Mais le vote majoritaire ne signifie pas automatiquement 50% des membres plus 1.
On peut avoir d'autres types de majorités et il faut vraiment discuter de cela. Il faut également discuter de la révision des traités. C'est une question qui a été formulée. Peut-être donner à l'Union européenne plus de moyens sur des questions liées peut-être à l'éducation, à la santé, sur les questions sociales. Vraiment construire la dimension européenne, pas seulement en parler. Parce que, comme quelqu'un le disait auparavant, la démagogie est simple, mais il faut transformer nos idées, nos propositions dans des choses concrètes, dans des politiques publiques et également faire sûr que l'Europe de l'avenir peut donner des bonnes réponses à une Europe qui va devenir plus grande. Parce qu'on a peur, Bernard Guetta, vous entendez, en sous-texte de cette question, de ces pays qui ont encore des problèmes de corruption, qui ont encore des problèmes de mise à niveau économique, et peut-être que finalement, cet élargissement, elle peut diluer finalement les fondements de l'Europe. Écoutez, pardon, mais contrairement à vous, moi, je n'ai pas entendu de peur dans la question de ce monsieur. J'ai entendu une question absolument légitime. Pourquoi est-ce que cette question est légitime ? Parce que fondamentalement, même si les institutions ont considérablement évolué depuis le traité de Rome, fondamentalement, nous avons à 27 les mêmes institutions, j'entends dans l'esprit, que nous avions à 6 pays fondateurs. Évidemment qu'à 35, ça ne peut pas marcher. Évidemment qu'à 35, ça ne peut pas marcher. Donc il faudra une évolution considérable à mes yeux, et la réflexion est engagée. Il y a une idée qui est devenue réalité du président de la République, la communauté politique européenne, qui réunirait tous les pays susceptibles de rejoindre, naturellement... Avec la Turquie, parce que la Turquie est en train de voter aussi. Naturellement, tous les pays actuels de l'Union européenne, mais aussi tous les pays susceptibles de rejoindre un jour l'Union européenne. La Turquie était déjà à la dernière réunion de la CBE, comme la Grande-Bretagne ou pas, je ne sais plus. Comme la Grande-Bretagne. Comme la Grande-Bretagne. Aussi, naturellement, il y a d'autres idées. Celle avancée par Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, qui avait proposé de revenir à l'idée lumineuse, à mes yeux, de François Mitterrand de Confédération européenne. Il y a certainement des idées à reprendre là. Ce serait immodeste de ma part de le développer. J'ai moi-même avancé des idées, mais qui vont toutes dans la même direction, c'est-à-dire celle d'une Union européenne réunissant à terme l'ensemble des pays du continent, mais dans une union différenciée, avec des degrés d'intégration. Des cercles plus ou moins... Alors c'est des cercles concentriques, on va appeler ça comme on veut, mais évidemment avec l'idée d'une union différenciée. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça, pas monsieur du tout, Negrescu, pas du tout. Différencier veut dire plusieurs Europes. On veut une seule Europe. Il ne faut pas remplacer l'Union européenne par une autre communauté. Il faut moderniser cette Europe. J'ai pas fini, excusez-moi. Vous m'interrompez à chaque fois. C'est pas gentil de m'interrompre à chaque fois. Mais moi je réagis, mais j'interromps jamais. C'est gentil de m'écouter. Vous êtes gentil de m'écouter. Je vous laisse. Oui, merci beaucoup. Donc voilà, moi je suis pas d'accord avec ces propositions-là. Il faut également réformer l'Union européenne, mais garder l'Union européenne tout de même. Et il faut également se poser des questions concrètes. Comment on va élire le futur président de la Commission européenne ? Est-ce que le Spitzenkandidat, le système qu'on a proposé, va être remis en place ou pas? Sachant qu'il y a des élections, peut-être pour nos téléspectateurs, il y a des élections européennes l'an prochain, en mai-juin, donc 2024, pour préciser effectivement les prochaines données. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose parce que c'est très intéressant d'entendre les deux positions. Et ce qui revenait un petit peu à ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous sommes 27. Nous sommes unis dans la diversité. Donc nous ne sommes pas les mêmes. Certains veulent une union fiscale, d'autres n'en veulent pas. À propos, nous avons proposé de passer à la majorité qualifiée pour le fiscal comme pour la politique étrangère et de sécurité. Vous entendez, monsieur le député roumain, qui veut une Europe la même pour tout le monde. Hier, j'étais en Pologne. Ça n'est pas du tout la position de la Pologne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe, c'est pas un truc facile où chacun pense de la même façon, ça serait trop beau. C'est 27 pays qui pensent différemment et qu'il faut arriver à faire converger. Et parfois, vous avez raison, on ne va pas assez vite, mais parce que c'est beaucoup de travail d'arriver à mettre tout le monde à peu près d'accord sur une position. Vous vouliez réagir, monsieur Schmitt? Oui, je crois que ce qu'il faut, c'est une Europe unie sur les fondamentaux. Nous avons aujourd'hui une Europe à 27 qui se différencie.
puisque tous les États européens ne font pas partie, par exemple, de l'Union économique et monétaire. Exactement. Il y a des États qui n'ont pas ou qui ne veulent pas à ce stade adopter l'euro. Il y en a d'autres peut-être qui voudraient, mais qui passent encore un certain nombre d'étapes pour être prêts, puisque faire partie de l'Union économique et monétaire suppose aussi un certain nombre de préalables économiques monétaires. Mais donc on est déjà dans une Europe unie sur les fondamentaux, sur le marché intérieur, sur, j'espère, la politique étrangère, mais qui qui ne sont pas dans l'eurozone. Voilà. Et quelques autres éléments d'ailleurs. Et donc, regardez le Danemark, qui n'a pas adopté tous les dispositifs en matière de politique intérieure et de justice. Ouais. Donc, on est déjà dans une Europe différenciée. Et une Europe à 35 va être une Europe unie, mais avec des différenciations. Alors, Madame oui, moi je voudrais apporter 2 points complémentaires aussi. Je pense que pour que cette Europe future dont on rêve puisse fonctionner à 35, par exemple, il faut aussi donner beaucoup plus la parole aux citoyens européens. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen européen, la citoyenne européenne se reconnaisse beaucoup plus dans les décisions. Ça veut dire qu'il y a bien sûr le rôle des États membres, de la Commission, mais aussi de l'intervention directe possible, beaucoup plus, du citoyen européen directement. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi que cette Europe soit très décentralisée. Très décentralisée, ça veut dire, y compris à l'intérieur de chaque État membre, reconnaître la part des acteurs locaux. Et notamment dans la distribution des fonds structurels, par exemple, parce que sur un sujet dont on n'a pas encore parlé, et pourtant il est quand même crucial, celui de la question du changement climatique et de l'accélération de la transformation que nous devons faire, et l'Europe a été vraiment au rendez-vous en posant la question de la transition écologique et du numérique comme les 2 leviers de son plan de relance post-Covid. On voit bien que si on veut être vraiment efficace, parce que pour que l'Europe soit aussi portée par les citoyens, il faut qu'elle donne de l'efficacité, pas simplement d'un point de vue de critères financiers, économiques qui peuvent satisfaire des marchés financiers et le monde économique, mais aussi du point de vue de la vie quotidienne des citoyens. Il faut qu'on distribue peut-être ces fonds aux localités. En tous les cas, il faut, et ça je plaide avec tous mes collègues maires, et je pense aussi d'ailleurs aux collègues maires à Varsovie ou ailleurs, aujourd'hui en Italie, qui sont confrontés à des États gouvernés par des populistes ou de l'extrême droite. Ils ont besoin aussi, si on veut que les politiques et les valeurs européennes arrivent jusqu'au point de contact du citoyen européen, par exemple sur les questions de droit, sur les questions de démocratie, sur les questions de droits des minorités ou sur les questions d'écologie, il faut aussi que cette Europe admette que les programmes doivent pouvoir être mis en œuvre à l'échelle des collectivités. Parce que vous avez raison. En fait, je vais régulièrement en Hongrie, par exemple. Effectivement, le gouvernement de Viktor Orban a pas tendance à distribuer beaucoup de fonds structurels, de fonds européens à la ville de Budapest, qui est détenue par l'opposition. On peut prendre des exemples même dans l'Europe de l'Ouest. Je vous donne cet exemple-là, tout à fait. Oui, il faut effectivement, je suis tout à fait d'accord, il faut retourner aux citoyens et écouter les citoyens. C'est pour ça que je disais qu'il faut une Europe qui est unie, véritablement. Et il faut, si on avance, laisser la porte ouverte. Le Danemark, il y a 10 ans, n'aurait jamais imaginé d'entrer dans la coopération militaire, et ils l'ont fait aujourd'hui. L'espace Schengen, mon pays respecte tous les critères. Il y a un pays qui s'oppose à notre entrée dans l'espace Schengen. L'Europe à plusieurs vitesses signifie parfois qu'il y a des pays qui ne respectent pas les règles européennes qui s'opposent à nous. Et également, les Pays-Bas, en l'occurrence, on va les nommer. Les Pays-Bas et l'Autriche, c'est l'Autriche surtout. Et je vais vous donner un autre exemple. L'Europe unie veut dire également réagir lorsque nos valeurs sont mises en question. Donc, c'est bien qu'on ait réagi pour défendre les droits des femmes en Pologne. C'est ça l'Europe pour moi. Faire plus à plusieurs vitesses signifie juste écouter les gouvernements. Alors, et c'est pas la bonne. On a quand même 2 questions. Non. Il faut revenir sur ce point parce qu'il est absolument fondamental. Vous êtes député au Parlement européen comme moi. Je viens de parler d'intégration différenciée. Je n'ai pas dit qu'il fallait, mais pas un instant, qu'il fallait
plusieurs unions européennes. J'ai dit plusieurs vitesses. J'ai dit au sein de l'Union européenne. Et au sein de l'Union européenne, comme le commissaire l'a rappelé à l'instant même, il y a des pays qui ont des statuts différents. Certains appartiennent à la monnaie unique, d'autres pas. Certains appartiennent à Schengen, d'autres pas, etc. Et si vous voulez que les 35 ou 36 demain pays, enfin ils n'auront pas tous envie de le faire, c'est ça. Les 10 pays candidats entrent dans l'Union telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça signifie qu'ils attendront 10 ou 15 ans. Et moi, je propose au contraire qu'ils puissent entrer le plus rapidement possible avec des entreprises différenciées et des projets différenciés. Alors, donc vous m'entendez bien, c'est la même Union. Ne me dites pas... Mais non, ne faites pas ça. Je vous dis, c'est la même Union. Donc, ne pas entrer dans l'Union. S'ils entrent de façon différenciée, pas de façon complète, sans respecter tous nos critères, ils vont pas entrer dans l'Union. Ils vont entrer dans l'Union. Vous êtes, vous, la Roumanie, membre à part entière de l'Union européenne, vous n'appartenez pas à Schengen pour l'instant. On n'est pas accepté. Mais je sais bien, mais on respecte je le déplore comme vous. Mais je le déplore comme ça, vous. Je parle pas. C'est l'unanimité. Hein. Donc il y a une unité dans la diversité aujourd'hui. Bon. C'est pas un choix. Alors, mais j'ai pas dit que c'était un choix. Enfin, voyons. On n'a pas été accepté. Alors, monsieur là-bas qui attendait poser une petite question. Vous m'entendez bien? Bonjour, Théo Bourgerie-Gonz du média Euractiv. Je voulais rebondir. Je vais pas clore le débat puisque je vais rebondir sur deux choses qui ont été dites. La première, le chancelier Olaf Scholz était mardi au Parlement européen où il a fait de la question de l'élargissement, ou plutôt il a mis comme précondition à tout élargissement une réforme des traités. Est-ce que c'est une vision et une séquence qui est partagée par vous? Et je pose notamment la question à Madame la Ministre. Et un autre sujet qui a été soulevé par Monsieur le député, la question du Spitzenkandidaten pour les élections de 2024. Est-ce que ces élections 2024 sonnent la mort de ce principe de Spitzenkandidaten? Merci. Alors, on va commencer par la première question. Alors, sur l'élargissement, effectivement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est unique. Ça n'a rien à voir avec les élargissements précédents, et notamment ceux qui ont suivi la chute du mur de Berlin. Le sujet qui est en cause aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis plus proche, je crois que nous sommes plus proches de la position de M. Guetta. Le sujet qui se pose aujourd'hui, c'est celui de la sécurité du continent. D'accord? Et c'est comment est-ce qu'on fait pour ancrer les pays qui sont dans l'attente de l'adhésion à l'Union européenne le plus rapidement et le mieux possible. Nous allons devoir conclure dans 30 secondes. Oui. Ce qui veut dire que nous aussi, on doit changer pour pouvoir faire cette intégration. On doit aller plus vite et peut-être de façon plus différenciée. Tout est ouvert et l'année qui vient, jusqu'à la fin de l'année, sert précisément à définir comment on va réussir l'élargissement pour eux, pour nous, sans les perdre eux et sans nous perdre nous. L'Europe qui n'est pas si réformable. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. Nous retournons vers Paris. Merci à vous. On retourne vers France 24 et Paris.